Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre, semaine du 14 janvier 2025. Cette semaine, vous le devinerez, on fera un retour sur cette conférence de presse extrêmement fertile de Donald Trump dans laquelle on a évoqué un certain nombre d'enjeux d'actualité internationale ou plutôt d'importance internationale, notamment la fameuse prise de possession du Groenland sous-entendue par Donald Trump, le Panama, l'annexion potentielle du Canada, ou devrais-je dire les allusions d'annexion au Canada faites par l'équipe Trump. Ensuite, il y a cette question du budget de l'OTAN qui serait appelé à exploser. On parlera un peu des enjeux politiques et surtout stratégiques derrière ça tout à l'heure. Finalement, on a la déclaration en fin de conférence de presse, vraiment une conférence extrêmement chargée, dans laquelle Donald Trump menace les rebelles ainsi que les membres du Hamas de « All hell will break out », nous dit-il. Donc, comme quoi il y aurait une intensification du conflit au Moyen-Orient considérable dans l'éventualité où les otages ne sont pas relâchés avant son inauguration la semaine prochaine. Ensuite, on a ces négociations imminentes toujours entre l'Ukraine et la Russie. Là-dessus, on a des développements alors qu'on apprend que Poutine et Trump sont maintenant prêts à se rencontrer d'un certain nombre d'endroits qui lèvent la main pour organiser les négociations et servir donc de médiation dans tout ça. La Chine qui domine le monde manufacturier, un article extrêmement intéressant ce matin du New York Times à propos du surplus commercial de la Chine. Ensuite, on continue vers quelques enjeux un peu plus périphériques, mais que je trouve absolument fascinants pour ce qui est des développements et puis de la direction qui est en train de prendre le monde actuellement, alors qu'on se tourne vers la Turquie. D'un côté, on a la question de l'énergie nucléaire, alors que les Turcs se tournent vers la Chine de plus en plus. Ça nous permet de discuter un peu des sanctions, de l'impact derrière tout ça. Ensuite, la Turquie, qui veut rejoindre l'Union européenne et faire un retour à l'ère pré-Sarkozy, donc relancer la discussion d'une unification avec l'Union européenne. On continue finalement. Poutine, une histoire un peu périphérique encore, comme quoi Poutine aurait potentiellement largué Assad dans les derniers jours du régime. Et finalement, si on a le temps, un petit détour par le Liban pour couvrir l'influence de l'Arabie saoudite sur tout ça. Alors, on commence sans plus tarder. Je voudrais qu'on commence en fait avec un autre enjeu que je n'ai pas énuméré. J'aurais peut-être dû commencer avec tout ça. Mais on va faire un retour sur la situation au Canada parce que, bon, juste avant d'entrer en ondes, justement, j'en discutais avec nos collègues où je mentionnais la fertilité extrême de l'actualité internationale au Canada ces derniers jours. Je disais qu'on a un peu une chance là-dessus. C'est paradoxal, c'est très rare, mais le Canada est réellement un des endroits actuellement où il se passe disons, des événements et des développements les plus conséquentiels au sens de l'actualité internationale. On s'en est parlé la semaine dernière, la démission, bien sûr, fracassante de Justin Trudeau, dans laquelle le Parti libéral se retrouve dans une posture extrêmement difficile à l'arrivée des prochaines élections. Ce que moi, je vous disais à ce moment, c'est faites attention, Mark Carney arrive. Mark Carney étant l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, également ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. On s'était dit que c'était un des premiers, en fait le premier non-britannique à avoir occupé le poste à la Banque d'Angleterre de gouverneur. C'était donc un certain, on pourrait le dire, c'était une star du secteur financier. Et les libéraux ont longtemps convoité Mark Carney. On a appris un peu plus la séquence d'événements, comment tout ça s'est passé, alors que Justin Trudeau a tenté réellement de remplacer sa ministre des Finances, Chrystia Freeland, par M. Carney dans les derniers jours vraiment du règne de Justin Trudeau, alors que, bon, on voyait un peu qu'on se préparait à une séquence extrêmement difficile avec les Américains. Ce qu'a voulu faire Justin Trudeau, ou du moins ce qu'on apprend par des sources libérales, c'est que Justin Trudeau n'était pas nécessairement fâché contre Chrystia Freeland ou encore en chicane ou en conflit ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus une question de Trudeau avait une vision pour Mme Freeland avec laquelle elle n'était pas à bord. Trudeau voulait placer Mme Freeland à un poste plus direct avec les Américains, donc probablement au niveau des relations intergouvernementales ou encore aux relations étrangères. On aurait voulu qu'elle prenne la négociation avec les Américains en main. Mme Freeland voulait plus d'autorité là-dessus. Elle estimait notamment qu'elle avait besoin d'avoir le portefeuille des finances pour être en mesure de réellement négocier avec l'entièreté des leviers qui lui étaient nécessaires face aux États-Unis. M. Trudeau voyait les choses autrement. M. Trudeau voyait le moment comme étant bien choisi, étant donné sa posture politique extrêmement vulnérable, avant même, disons-le, la démission de Mme Freeland. M. Trudeau était un canard boiteux en politique canadienne, on l'avait mentionné à quelques occasions. La coalition libérale s'était déjà effondrée. Et donc, M. Trudeau voyait une opportunité politique, vraiment une fenêtre stratégique pour changer le narratif en montrant, après quelques démissions de ses ministres et de ses députés les plus éminents, des leaders du caucus et même le désaveu de certains de ses députés les plus
les plus connus et les plus proéminents, M. Trudeau voyait une opportunité de changer le narratif en amenant quelqu'un de qualifié, de compétent, d'universellement reconnu comme tel à travers la sphère politico-médiatique canadienne et l'amener au Parti libéral, de montrer qu'on a encore cette capacité de recrutement, qu'on a encore un certain niveau de dynamisme à l'intérieur de l'institution qu'est le Parti libéral. Maintenant, le jour de la démission de Mme Freeland, alors que quelques heures seulement après cette décision, cette discussion entre M. Trudeau et Freeland, on a su que Mme Freeland a presque immédiatement soumis sa démission et que donc ça a causé le recul de M. Carney. M. Carney était sur le point d'accepter l'entrée au Parti libéral comme ministre des Finances, mais il s'est retiré et désisté à la dernière seconde devant la controverse qu'a suscité la démission de Mme Freeland. C'est un point extrêmement important à comprendre. Ce que ça nous dit, c'est que M. Carney était vraiment un pied dans la porte. Il était sur le point de devenir ministre des Finances et a choisi devant un peu le malaise politique que ça déclenchait. Mais moi, surtout, ce que je lis là-dessus, et je me demande à quel point on pourrait tirer des conclusions, mais si M. Carney a choisi de rester sur les lignes de côté et de se faire introduire comme ministre des Finances par M. Trudeau et de retarder tout ça un peu, je pense qu'il avait senti que la vie politique de M. Trudeau était sur le point de se terminer. Il avait peut-être senti et reconnu comme tous que la démission de Mme Freeland était un coup extrêmement dur porté au leadership de M. Trudeau et donc nécessairement, il y aurait probablement une course à la chefferie très rapidement au Parti libéral après une démission imminente de Justin Trudeau. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là-dessus, est-ce que c'était seulement, est-ce que parce que M. Carney était chicken, a eu peur de voir l'éclat avec lequel la démission de Mme Freeland s'était déroulée, ou est-ce que c'est seulement parce qu'il voyait que M. Trudeau était sur la porte de sortie après cette démission? Toutes ses réponses, lui seul le sait. Une chose est sûre, alors que M. Carney arrive maintenant dans la course pour le Parti libéral, on nous dit que cette annonce aura lieu au cours des prochaines heures. Peut-être, en fait, qu'avec le décalage de l'enregistrement, ce sera déjà annoncé au moment où vous regardez tout ça. Mais alors qu'il arrive, on voit maintenant un peu la discussion qu'on avait la semaine dernière. Tout le monde se retire. Tout le monde a peur. Je vous disais, souvenez-vous de cette histoire entre M. Yves-François Blanchet et M. Michel Boudria et plusieurs autres références. Vous l'avez mentionné avec justesse, disons-le. Certains d'entre vous m'avaient reproché d'isoler M. Blanchet là-dessus, puis vous avez raison, honnêtement. Tous les chefs sont coupables de ce genre de choses. C'est la nature des courses à la chefferie de créer des divisions à l'intérieur d'un parti et de créer des exclus. Naturellement, ceux qui sont vus comme étant des adversaires ou étant hostiles ou des compétiteurs au chef sont traditionnellement exclus, isolés, un peu séclus du reste du parti et du cabinet. Donc là-dessus, M. Blanchet ne faisait pas exception. Trudeau aurait pu faire la même chose, mais ce que je voulais illustrer comme point, c'est moins d'attaquer M. Blanchet plutôt que d'utiliser un exemple pour illustrer un point, qui est qu'à l'heure où M. Carney se prépare à entrer dans la course, c'est que tous sont conscients qu'il est probablement le prochain chef et que s'il décide, ou plutôt quand il décidera d'y aller, il aura un appui massif et presque incontournable et irréversible. Alors, à ce moment, il est un peu mal avisé pour des candidats potentiels de se mettre l'orteil dans la mare. C'est tout simplement une mauvaise idée lorsqu'on sait qu'il y a probablement un chef en préparation qui est essentiellement déjà garanti d'une victoire. Alors, ce qu'on va tenter de faire, surtout, c'est de se positionner pour être dans les bonnes grâces de M. Carney. Donc, on entend déjà plusieurs libéraux lancer des fleurs et inviter M. Carney à se présenter. On dit que c'est un candidat compétent, etc. La réalité, c'est, je vous le mentionne, depuis déjà plusieurs semaines, même avant la pause des fêtes, M. Carney est déjà premier ministre du Canada, essentiellement. Quand on sait qu'il est pressenti comme le prochain chef du Parti libéral, on s'apprête à assister à une scène absolument digne de science-fiction au Canada, alors qu'on aura un premier ministre pour qui personne n'aura jamais voté, pas même un seul vote, un premier ministre qui contrôle. Donc, on a cette histoire tout le temps de deep state, d'état profond, les banques qui nous contrôlent. J'avoue qu'honnêtement, si on voulait parler d'un univers créé dans lequel tout ça est scripté, il faut reconnaître qu'on a une scène assez spectaculaire dans laquelle un premier ministre se retire et en nomme un autre depuis l'extérieur sans qu'il n'y ait véritablement de processus démocratique, sans que la population soit appelée à s'exprimer. Et tout ça, disons-le, dans une manœuvre excessivement antidémocratique, pour éviter une élection.
Tout ça pour éviter une élection fédérale. Alors donc, ma prédiction, elle demeure la même d'ailleurs que la semaine dernière et que les semaines précédentes. Moi, je vous dis pas que M. Carney va gagner la prochaine élection fédérale. Une chose est sûre, il va gagner la course pour être chef du Parti libéral. Ensuite, je vous garantis qu'il sera compétitif à l'élection fédérale, beaucoup plus que plusieurs d'entre vous l'imaginez en ce moment. Vous négligez à quel point les choses tournent rapidement, vous négligez à quel point les gens ont la mémoire courte et à quel point il est facile de convertir le parti de Justin Trudeau en parti de Mark Carney. Et soudainement, les médias vont changer le narratif et très rapidement, on va oublier tout ça. Et ça va être comme si Justin Trudeau, rien de tout ça n'était jamais arrivé. On va donner la chance aux coureurs, le Bloc va sentir ses intentions de vote baisser, même chose pour le NPD. On va réaligner nos intentions, on va décider de laisser les libéraux mener quelques semaines jusqu'à la prochaine élection. Et alors, enfin, Mark Carney, avec les libéraux, pourront faire une présentation de leur prochain programme et de leurs intentions pour le Canada. Et je vous le dis, peut-être va-t-il perdre, mais il sera certainement compétitif. Il ne faudrait pas se surprendre. Dans une éventualité, on se retrouve devant exactement le même scénario qu'on a actuellement, avec une coalition minoritaire, libérale, appuyée par le Bloc et par le NPD. Ne négligez jamais à quel point le Bloc est prêt à piler sur ses principes pour faire fonctionner le Canada. Ne négligez jamais ça. Alors donc, moi je vous le prédis, M. Carney sera bientôt le chef du Parti libéral, probablement aussi, naturellement, par extension, le prochain premier ministre du Canada, sans même une intention de vote. Ce qu'on va faire à ce moment, alors qu'on a un certain nombre de députés libéraux qui annoncent déjà qu'ils ne seront pas de retour, et même des ministres avec des comtés et des circonscriptions, donc des châteaux forts extrêmement désirables pour les libéraux. Je m'attends à ce que l'un d'entre eux se retire avant la prochaine élection fédérale pour déclencher une élection partielle, ce qui permettrait à M. Carney de simplement récupérer un comté où soit-il au Canada, probablement quelque part en Ontario ou en Colombie-Britannique, et ainsi permettre à M. Carney d'au moins être élu pour siéger au Parlement, parce qu'on aura un premier ministre, je le maintiens, qui n'aurait pas l'autorisation de siéger au Parlement. Tout ça va être beaucoup moins embarrassant tant et aussi longtemps que le Parlement est prorogé. Mais à partir du moment où le Parlement retournera en session, à partir, on le présume, de la fin du mois de mars, il deviendra un peu gênant pour M. Carney d'être assis à la maison ou dans le bureau du premier ministre sans avoir les privilèges d'un simple député. Alors donc, ne vous surprenez pas si les libéraux sont en mesure de réaliser ce magnifique, extraordinaire, spectaculaire, disons-le, tour de passe-passe dans lequel on se dirigeait telle une locomotive vers une élection absolument inévitable. Et maintenant, on a réussi à repousser tout ça et peut-être même à changer la chance du Parti libéral lui-même. C'est pourquoi, donc, beaucoup de libéraux actuellement sont dans une posture beaucoup plus enviable qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines. Et ne vous surprenez pas non plus si vous voyez les conservateurs un peu paniquer devant ça. On en avait parlé à quelques occasions dans la revue de presse. Il n'y avait pas de plus grand désir du côté de l'opposition parlementaire à Ottawa, en l'occurrence le Parti conservateur, le Parti vert, on pourrait l'inclure, le NPD et le Bloc. Il n'y avait pas de plus grand désir que de courser contre Trudeau. Ce canard boiteux qui était incapable de mettre un pied devant l'autre et d'attacher ses lacets. Il n'y avait rien de mieux pour le chef tant du NPD, du Bloc, du Parti vert que des conservateurs. On avait devant nous un candidat éminemment faible qui ouvrait la porte donc à une augmentation des votes. C'était essentiellement une banque dans laquelle tout le monde pouvait aller piger. Maintenant, on a donc voulu sécuriser Trudeau. On a voulu le garder au pouvoir aussi longtemps que possible et s'assurer de faire une campagne contre lui. Maintenant qu'il est tombé, eh bien là, la posture dans laquelle on se retrouve est très différente. Donc, ce que je vous dis, c'est que les libéraux sont dans une posture beaucoup plus désirable et qu'à l'inverse, l'opposition, elle, a vraiment perdu une fenêtre d'opportunité. C'est ce que je vous disais d'ailleurs la semaine dernière. Il y a un karma là-dedans. Ils le méritaient parce qu'ils ont choisi d'agir en fonction de leurs propres intérêts partisans plutôt qu'en fonction des intérêts supérieurs de la nation canadienne qui commandait et exigeait une élection rapide en toute urgence, alors qu'on avait une élection présidentielle aux États-Unis qui demandait qu'on s'ajuste au cycle électoral, bien sûr. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que le Canada est littéralement en retard d'environ 5 à 6 mois sur le cycle électoral américain. Voilà donc la situation dans laquelle on se trouve. Pour ce qui est du Canada, moi, ce que je trouve qui est spectaculaire en ce moment, d'ailleurs, quand même un certain nombre de commentaires à faire au-delà de la dimension du Parti libéral, la question politique de tout ça, c'est que l'histoire sera extrêmement sévère envers Justin Trudeau pour le geste qu'il vient de poser.
Actuellement, le gouvernement du Canada est essentiellement suspendu. On a toujours un gouvernement, mais on n'a plus de parlement. Le cabinet Trudeau, de son côté, est en préparation à une course à la chefferie. Je vous aurais dit, c'est pas si pire de proroger le Parlement, parce que le Parlement était déjà dysfonctionnel. Il n'y a plus rien qui se passait au Parlement. C'était essentiellement une récréation du matin au soir, en attendant que 5 heures arrivent pour pouvoir sortir. Il n'y a rien qui se faisait là-bas. À partir du moment où on accepte ça, OK, on a encore un gouvernement si on suspend le Parlement. Là où on a un problème, c'est quand on envoie le gouvernement libéral et le parti dans son entièreté, avec tous ses membres proéminents du cabinet, dans une course à la chefferie dans laquelle toute l'attention est monopolisée. Et soudainement, ben là, on doit courir pour des dons, on doit cogner à des portes pour des appuis, on doit faire des téléphones, on doit s'occuper d'enjeux éminemment politiques, partisans et petits électoralistes, alors qu'on a une crise internationale à notre porte. Il y a quelque chose d'absolument fascinant là-dessus, d'absolument spectaculaire. Justement, j'avais une discussion avec mon ami Denis Martel hier. Il mentionnait qu'il y avait un député du Bloc québécois, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui passerait par ses studios pour une entrevue sur son podcast. Et j'ai pas pu m'empêcher de parler avec Denis et lui dire « Mais est-ce qu'on peut reconnaître ensemble qu'il y a quelque chose de quand même lunaire à ce que l'état-major de la négociation canadienne soit actuellement en train de tourner des podcasts dans des studios? Ça n'a absolument aucun sens. Monsieur Savard-Tremblay, bien sûr, est sur le comité des relations interparlementaires avec les États-Unis. Donc, c'est littéralement parmi les quelques personnes on s'attendrait seraient actuellement sollicitées dans cette négociation. Et je le rappelle, rien n'a changé. On parle de Justin Trudeau qui démissionne, on parle de la situation qui évolue rapidement, de tous ces débats de leadership vers le Parti libéral. Et pendant tout ce temps, on oublie un détail extrêmement important. Rien n'a changé. Aux dernières nouvelles, le Canada va toujours se manger des tarifs de 25 % sur l'entièreté de son exportation vers son plus gros partenaire commercial dans 6 jours. Donc ça, je vous avoue, ça me décourage. C'est l'élément qui me décourage, c'est de voir que le gouvernement s'est auto-mis hors service en attendant qu'on a essentiellement une crise à notre porte. Il y a quelque chose d'anormal là-dessus. Un pays normal ne fait pas ça. Un pays normal aurait adressé une crise internationale avant d'adresser ses enjeux politiques partisans. Malheureusement, le Canada a perdu son statut de pays normal il y a déjà très longtemps. À partir du moment, en fait, où on s'est déclaré comme un État post-national, ça évacue tous les intérêts nationaux à la base. Et ça veut dire qu'on devient essentiellement une loge administrative, qui n'a pas vraiment d'intérêt supérieur, qui n'a pas vraiment de frontières, qui n'a pas vraiment... On est un gros hôtel. C'est comme ça que ça a été géré. Aujourd'hui, on constate qu'on est vraiment dans la merde, alors qu'on n'a pas de gouvernement, qu'on n'a pas de frontières, pas d'amis, une relation malsaine avec les États-Unis, une relation, en fait, aucune relation diplomatique, point final, en plus d'une économie morose qui, disons-le, a été sur le cruise control depuis essentiellement 25 ans, où on s'est configuré pour fournir aux Américains ce dont ils ont besoin. Donc, le Canada est dans une position absolument unique en ce moment. Absolument unique. Tout ça, en passant, où on a une discussion de bruit de fond qui commence à se transformer en un enjeu très sérieux, alors que Donald Trump parle de mettre de la pression économique sur le Canada pour en faire le 51e État. Je pense que vous savez qu'on a discuté de tout ça à quelques opportunités aussi dans la revue de presse. C'est drôle à quel point il y a un aspect un peu... il y a quelque chose d'ironique là-dessus, parce qu'on en avait parlé dans les heures qui avaient précédé ces premières déclarations un peu à la blague, où je disais, au point où on en est, si effectivement on met des sanctions sur l'économie canadienne, pas des sanctions, des tarifs, devrait-on dire, qui revient à sanctionner l'économie canadienne, surtout dans le contexte où on le présente de manière punitive, on pourrait parler de sanctions, en fait. Si on parle effectivement de mettre 25 % à la frontière, le Canada n'a pas d'utilité, le Canada n'a pas de raison d'être. Le seul avantage d'être Canadien, il y en a juste des avantages. On est Canadien, on a un siège à l'ONU, on a notre propre politique étrangère, on peut faire essentiellement ce qu'on veut, on a notre drapeau, il y a juste des avantages à être Canadien. Mais à partir du moment où on dit « Attends, vous êtes juste des Américains avec la même culture que les États-Unis, avec la même essentiellement dépendants de l'économie américaine, votre politique étrangère est déterminée à partir de Washington, votre politique intérieure est maintenant déterminée par Washington. La manière dont vous configurez votre économie, je veux dire, à partir du moment où on est des Américains sans les avantages, et qu'on ajoute en plus à ça une frontière de 25, une friction de 25 % à la frontière, in
and out sur tout ce qui rentre et sort, et que les Canadiens deviennent essentiellement des Américains plus pauvres. Et il y a un argumentaire à faire selon lequel peut-être que le Canada, effectivement, serait destiné à devenir une extension des États-Unis. Là-dessus, la discussion est quand même... Il manque un peu de sérieux. Puis c'est là-dessus où on sait que Donald Trump est plus ou moins sérieux quand il parle de 51e État. S'il nous parlait de 6 États, je le prendrais au sérieux. Parce qu'on aurait besoin de plus qu'un État. C'est ça la réalité. Si on imagine que tous les États ont environ 2 sénateurs, en fait, tous les États ont 2 sénateurs dans la configuration constitutionnelle américaine, ça veut dire pour 50 États, il y a 100 sénateurs. Le Canada devrait en fait avoir au moins de 10 à 20 sénateurs pour être bien représenté à la hauteur de son poids démographique, culturel, économique, stratégique, territorial à l'intérieur de la structure constitutionnelle américaine. Ce que ça veut dire. Puis ça, c'est, bon, juste pour la question de représentation, le poids, on s'entend, on pourrait continuer le débat toute la journée, dire la Californie a juste un État, etc. Mais quand on ajoute la dimension culturelle, la dimension territoriale, la dimension là, tout fait son sens. Le Canada a besoin de plusieurs États. Le Québec n'est pas l'Alberta. La seule raison dans laquelle le Canada peut fonctionner actuellement, c'est qu'il y a une limite au niveau auquel on subit les décisions de nos partenaires canadiens. Et d'ailleurs, toutes les frictions de la Constitution canadienne viennent du fait que de temps à autre, on est forcé de partager des compétences et de subir les décisions de l'autre. Donc la seule manière, à mon avis, dans laquelle le Canada pourrait éventuellement être inclus dans une entente constitutionnelle américaine et intégrer les États-Unis en tant qu'État, il faudrait qu'on ait au moins 6 États, allant d'est en ouest, les Maritimes, le Québec, l'Ontario, les Prairies, l'Alberta, et la Colombie-Britannique. Dans la configuration territoriale telle qu'elle, ça représenterait probablement mieux les différences géographiques, régionales qui existent au Canada, et ça permettrait aussi aux Canadiens d'accepter une proposition de la sorte. Soyons clairs, les Canadiens sont très négociables. Quand on leur parle de 51e État, il y a quelque chose de réducteur, d'insultant là-dedans. Si on fait une proposition sérieuse, vraiment, qui prend en considération la spécificité de chaque région du Canada et leur rôle et à quel point on voudrait configurer ça de manière un peu plus réaliste et pragmatique. Je pense que beaucoup de Canadiens se mettraient à écouter. Mais là, on en reparle de 51e État, c'est essentiellement de réduire la spécificité culturelle du Québec à quelque chose d'absolument inexistant, puis de le fondre dans le Canada. Écoutez, c'est ce que le Canada essaie d'éviter depuis essentiellement 150 ans, c'est de conserver un certain niveau d'identité différente entre les membres qui composent la Fédération canadienne. Donc, ça, à mon avis, Trump n'est pas tout à fait sérieux quand il parle de 51e État. Il y a d'autres propositions d'annexion, par exemple par rapport au Panama, par rapport au Groenland, qui sont un peu plus à prendre au sérieux et qui sont même réalistes et pragmatiques. Mais lorsqu'il est question du Canada, tant qu'on parle d'un 51e, c'est pas réaliste. Qu'on ouvre la discussion, et ça là-dessus, je suis tout à fait sérieux, qu'on ouvre la discussion sur 6 à 8, au moins 4, là, pour commencer la négociation. Mais on ne peut pas parler à un État, c'est impossible. C'est vraiment réduire le Canada à un moins que rien. Et là-dessus, c'est là que je vous le dis, c'est peut-être pas sérieux. Et peut-être que ce qu'il est en train de faire Donald Trump actuellement, c'est seulement encore plus de négociations en public. Alors que, essentiellement, quand on veut comprendre le message derrière le Canada, 51e État, c'est quoi le message? Le message, c'est « vous nous êtes redevables ». Essentiellement. Vous existez grâce à nous. Vous devez nous dire merci et vous nous devez déférence en conséquence de tout ça. C'est essentiellement le message. Quant à être aussi dépendant, quant à être aussi vulnérable et faible, vous devriez rejoindre les États-Unis. Et soudainement, juste de continuer à exister, même en étant encore plus dépendant des États-Unis, même en ayant des conditions de libre-échange moins favorables, même en ayant un déficit commercial, soudainement, on serait content juste d'exister. Donc, on vient de déplacer le goalpost considérablement, alors qu'on avait une discussion avec un Canada qui essaie de défendre ses intérêts commerciaux. Soudainement, la discussion est le Canada essaie de défendre son existence. Point. Alors là-dessus, il y a quand même de la négociation en public, je pense, qui est faite par Donald Trump, alors qu'on utilise aussi, disons-le, le Canada comme un exemple. On montre à la planète en entier. Tout le monde espère avoir des exemptions, tout le monde espère avoir un régime préférentiel, tout le monde espère de se dire « Ah, les États-Unis sont en train de bluffer. » En prenant le Canada puis en faisant un exemple, en le montant sur une croix en haut de la colline, alors que c'est le partenaire le plus fiable, le plus
fidèle, le plus géographiquement indispensable, le plus intégré aux États-Unis, une amitié centenaire, on le met quand même sur la croix. Ça expose à tout le monde qu'il n'y aura aucune exception, que l'administration Trump est extrêmement sérieuse. Donc, dans seulement 6 jours, la fameuse pression économique des États-Unis sur le Canada commencera à être appliquée. Le Canada, actuellement, commence à réfléchir à quelle attitude opposer à tout ça, parce qu'il y a un certain état de déni actuellement dans la classe politico-médiatique canadienne, alors qu'on se dit « ouais, haha, Trump nous a parlé de tarifs, mais il parle aussi d'annexer le Canada ». On semble avoir suspendu pendant quelques jours la discussion sur la défense de la souveraineté canadienne sur la question commerciale, à dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive quand les tarifs se produisent? On a arrêté de parler de tout ça, puis on s'est focusé seulement sur la question du 51e État. Et là-dessus, Justin Trudeau le mentionnait, puis il a tout à fait raison. C'est rare qu'on va lancer des fleurs à Justin Trudeau, mais il a raison quand il dit que c'est juste une distraction. C'est une distraction de notre réponse et de notre plan pour revenir contre les États-Unis et offrir des tarifs de notre côté aussi. Et là-dessus, Trudeau a tout à fait raison. Parce que le Canada est actuellement en train de préparer sa réponse, de voir comment est-ce qu'on pourrait opposer soit des tarifs en réponse aux Américains, ou soit c'est juste de continuer à négocier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'attitude qu'on adopte? D'un côté, je vous avoue, vous avez les conservateurs qui disent, ils soufflent un peu des deux côtés, ils nous disent « On va négocier très serré avec les États-Unis, vous allez voir, il faut défendre le Canada, Canada first », donc on suggère une confrontation avec les Américains. Mais de l'autre côté, vous avez aussi un Pierre Poilievre qui se montre relativement différentiel envers Donald Trump. Donc là-dessus, difficile de savoir quelle sera l'approche. Il faudra attendre les premières discussions, si elles ont lieu un jour, pour savoir quelle sera la relation. Mais déjà, on voit que Pierre Poilievre n'est pas nécessairement extrêmement populaire aux États-Unis. Vous avez M. Musk qui lui lance des fleurs, qui ne gêne pas pour saluer ses interventions publiques et dire que Pierre Poilievre est plus aligné donc avec les intérêts des États-Unis que Justin Trudeau ne l'était. Mais les déclarations de Pierre Poilievre sont souvent repoussées du revers de la main par Donald Trump comme totalement inconséquentielles et pas vraiment importantes. On va dire, bien, évidemment, il va dire ça, mais c'est pas important ce qu'il dit. Alors, dans 5 à 6 jours maintenant, les tarifs, en fait 6 jours devrais-je dire, les tarifs américains seront imposés sur le Canada et le Canada pourrait choisir d'imposer des tarifs en réponse. Déjà, on nous parle possiblement de l'uranium, on nous parle de la potasse, on nous parle tout ce qu'il y a de fertilisant, mais aussi acier, bois d'œuvre, tout ce qu'on pourrait fournir aux Américains, y compris du pétrole. Et c'est là qu'on arrive dans un enjeu un peu plus controversé au Canada. Vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, différentes provinces avec différents intérêts qui sont souvent divergents et incompatibles. Et on subit souvent les décisions des autres. C'est ça le Canada. Ce sont des provinces souveraines qui ont choisi de se doter d'un gouvernement commun pour gérer certains attributs de la souveraineté, comme la défense, l'immigration, les frontières, commerce international, diplomatie, les compétences fédérales. Maintenant, à partir du moment où on constate que ce gouvernement fédéral a échoué à son mandat, les provinces ont une réflexion très différente, à savoir qui est le patron ici. On a tendance à voir Ottawa comme étant les patrons, les décideurs de ce qui se passe à l'intérieur. C'est complètement l'inverse. Les provinces sont souveraines et se sont dotées d'un gouvernement fédéral. Elles peuvent choisir de le dissoudre n'importe quand, elles peuvent choisir de signer un nouvel arrangement constitutionnel n'importe quand. En théorie, il n'y a rien qui l'en empêche. Et c'est donc pourquoi, notamment à travers la loi sur la clarté, les tribunaux canadiens ont reconnu la légitimité et même la légalité d'un mouvement sécessionniste. Que dans l'éventualité d'une séparation d'une province ou d'une autre, d'une volonté exprimée par un référendum avec une majorité claire, maintenant, ça reste à définir, mais c'est pourquoi on parlait de loi sur la clarté. Et en fait, je pense que ça a été réglé là-dessus. La loi 99 au Québec a été validée par les tribunaux canadiens, stipulant qu'une majorité claire sera à 51 %, si je ne m'abuse. Alors donc, tout ça pour dire, les provinces ont le droit de se séparer. Et déjà, au moment où on se parle, alors qu'au Québec, on sent une discussion, je pense, qui se réanime sur les arrangements constitutionnels. Vous avez les Albertains, qui sont les plus grands exportateurs d'énergie au Canada, bien sûr, particulièrement vers les États-Unis, et qui, eux, subiraient cette décision du gouvernement fédéral d'imposer des tarifs, qui disent « Attention,
si vous imposez des tarifs, donc que vous augmentez le prix du pétrole albertain pour les Américains, pour les punir, nous, on va sortir du Canada. Donc, les menaces d'indépendance ne viennent plus maintenant du Québec, ou en fait viennent moins du Québec, qu'elles viennent de l'Alberta, qu'elles viennent de différents acteurs, donc à l'intérieur de l'espace canadien, parce que ce à quoi on assiste, c'est qu'en l'absence d'Ottawa, les provinces font à peu près ce qu'elles veulent. M. Legault, premier ministre du Québec, a annoncé cette semaine qu'il se rendra à Washington le 12 février pour négocier directement avec Donald Trump. Normalisons tout ça, chers amis. Normalisons les provinces qui se gouvernent d'elles-mêmes. Normalisons le Québec qui parle de nation à nation avec Washington. On devrait accepter ça et le féliciter et l'applaudir. Et c'est pourquoi, je vous le dis, on est en train d'assister à quelque chose d'absolument spectaculaire au Canada. Alors que d'un côté, M. Ford, premier ministre de l'Ontario, lance sa propre politique de réponse, que la SQ, la police québécoise, est déplacée à la frontière, que le Québec négocie de tête à tête avec les États-Unis, que l'Alberta menace de quitter dans l'éventualité où la réponse canadienne n'est pas appropriée. On parle de déclencher une crise d'unité nationale. Je pense qu'on est en train de voir ce qui est en train de se produire. On a une discussion en Amérique du Nord sur les arrangements constitutionnels pour la première fois depuis 1995. La dernière fois où on a posé la question « Êtes-vous satisfait? » C'est en 1995. Et moi, je vous dis donc qu'on devrait saisir cette opportunité, applaudir le moment et voir la fenêtre historique et stratégique exceptionnelle qu'on a devant nous pour changer le discours. Présenter Ottawa comme étant un problème commun à toutes les provinces. Reconnaître qu'on est tous des gens compétents, des gens sérieux, qui sont gouvernés par des gens incompétents et des gens pas sérieux. Des gens sérieux n'auraient pas déclenché une course à la chefferie devant une crise internationale. Des gens sérieux auraient répondu au téléphone quand les Américains ont sollicité dans les 10 dernières années pour régler la crise frontalière et la question de la sécurité continentale. Des gens sérieux auraient adressé la question de l'immigration avant de déborder sur les États-Unis littéralement et d'être considérés comme une menace à la sécurité nationale. Des gens sérieux auraient entretenu une relation saine avec le reste du monde. Donc, ce qu'on observe, c'est un niveau d'insatisfaction grandissant à l'intérieur des provinces, des peuples qui composent l'Amérique du Nord par rapport à la configuration constitutionnelle. Cette insatisfaction, manifestement, est partagée par les Américains, par Donald Trump lui-même, qui dit, vous savez, peut-être que l'arrangement constitutionnel nord-américain, il est revisitable. Peut-être qu'on devrait ouvrir la question. Et vous savez, la dernière fois qu'on a eu ces discussions, elle a eu à quelques opportunités, on n'a jamais eu le courage. Donc, merci à Donald Trump. Moi, je me souviens de M. Philippe Couillard, qui a passé 2 ans à rédiger une thèse. M. Couillard qui était, on peut lui reprocher plein de choses, mais tout de même un homme extrêmement cérébral et qui avait donc, de son approche personnelle, vu la question constitutionnelle canadienne comme une question purement académique et qu'il voyait le besoin de son côté d'attaquer les fondements philosophiques et de voir comment est-ce qu'on pourrait ouvrir la discussion là-dessus. Et donc, M. Couillard avait passé 2 ans pendant qu'il était en fonction. Ça vous donne une idée du niveau d'engagement individuel, personnel, qui arrive chez eux le soir et qu'au lieu de travailler sur ses enjeux de premier ministre, au lieu de prendre du temps avec ça, décide de s'asseoir et de rédiger une thèse sur la Constitution canadienne pour inviter une discussion. Et le jour où M. Couillard avait déposé, avant même qu'elle soit lue par le gouvernement fédéral, M. Trudeau était passé dans un corridor sans même s'arrêter. On pourrait vous mettre la séquence à l'écran, en fait. C'est très facile à retrouver. M. Trudeau passe dans le corridor au Parlement, regarde, sans même s'arrêter, il dit « Vous connaissez ma position, on ne rouvre pas la Constitution. » Sans même avoir pris une minute pour lire la proposition de M. Couillard. Ensuite, on se déplace à M. Legault, qui a promis des négociations constitutionnelles, qui a promis d'avoir des... Encore une fois, la même réponse. Le Canada ne veut pas avoir de discussions constitutionnelles. Pourquoi vous pensez? Parce qu'ils savent que c'est un tas de merde en feu. Ils savent que ça fait depuis les années 95 qu'il y a des promesses de 95, je suis donc bien généreux, depuis les années 60, qu'il y a des promesses d'accommodement constitutionnel, d'aménager l'espace canadien pour accommoder les réalités identitaires qui sont spécifiques des francophones et des anglophones et des Premières Nations. Et ça n'a jamais été fait. Et on s'est fait rouler dans farine à plusieurs occasions. Donc là-dessus, il faut comprendre le niveau d'insatisfaction ambiant qui existe et dire que « what goes around comes around ». Le Canada a couru après. Le Canada a couru après. Et aujourd'hui, on a essentiellement un retour de l'ascenseur, alors que la question fédérale
revient d'actualité à un moment absolument critique et à un moment où le fédéral est à son état le plus vulnérable. Si on avait eu cette discussion en 2015, alors qu'on avait M. Couillard au pouvoir, qu'on avait un Québec historiquement faible et une fédération et un Trudeau historiquement populaire, clairement, la position canadienne aurait été plus solide. Donc, le Canada a couru après. Vous méritez ce qui s'en vient. Cette discussion constitutionnelle dans laquelle le Québec va faire des réclamations et obtenir des gains, vous le méritez. Alors, on continue avec le prochain dossier. Pour ce qui est de la conférence de Donald Trump, je vois qu'on a déjà passé 30 minutes sur le Canada. Alors, on continue avec particulièrement, moi, la question que je veux qu'on étudie. Au-delà de ces déclarations par rapport à l'annexion du Canada, on a parlé un peu des enjeux stratégiques, politiques là-dessus. Je voudrais qu'on se discute particulièrement de la question de l'OTAN, 5 % de budget de défense, alors que Donald Trump a largué carrément une bombe sur les alliés, sur les médias internationaux, en affirmant que plutôt que d'avoir un objectif de 2 % pour le 2 % de la part du PIB des membres de l'OTAN devrait être alloué à la défense. C'est une règle, en fait, à l'intérieur de l'OTAN. On dit, si vous voulez être membre, chacun doit... On ne veut pas avoir de boulet, on ne veut pas traîner de membre qui ne remplit pas ses responsabilités. Donc, tout le monde doit allouer un minimum de 2 % de son PIB à la défense. C'est une manière de s'assurer qu'on répond, si on veut, à la capacité de payer de chacun des États. On ne peut pas demander à l'Espagne, par exemple, de fournir autant, dollar pour dollar, que les États-Unis. Ce ne serait pas juste et on ne peut pas les demander de fournir autant que la France. Donc, on met un pourcentage. C'est un pourcentage qui est sujet à débat depuis des années parce que ce 2 % qui est vu vraiment comme un strict minimum et qui a été défini, disons-le, dans l'ère, si on veut, post-guerre froide, alors qu'on essayait de configurer de quoi devrait avoir l'air une nouvelle alliance de défense, et à un moment où, disons-le, les dépenses de défense étaient en baisse de manière généralisée. On a dit on doit maintenir au minimum ce 2 %, ne serait-ce que pour avoir des armées fonctionnelles et pas complètement à un certain niveau de crédibilité, si on veut. Arrive donc le conflit avec la Russie, et on constate que ce 2 % d'abord, est grotesquement insuffisant parce qu'il ne permet pas de maintenir des niveaux d'inventaire suffisants dans l'éventualité d'un conflit majeur. On l'a vu assez rapidement avec l'éclatement de la guerre, alors que même les Américains ont manqué de stock très rapidement. Beaucoup d'équipements qui étaient censés envoyer vers l'Ukraine a été ralenti par un manque d'approvisionnement, par des chaînes logistiques qui n'étaient pas entièrement prêtes, entièrement développées. Donc, on a vu beaucoup de limites à un budget militaire minimal à 2 % du PIB, d'autant plus, mentionnons-le, qu'il y a des années maintenant que la majorité des membres de l'OTAN ne touchent même pas proche de 2 %. Et pendant des années, que ce soit sous l'ère Bush, suivi d'Obama, suivi de Trump, on a eu cette discussion, à savoir, il faut que vous rencontriez au minimum le 2 %, sans quoi, justement? Il a fallu Donald Trump pour faire des véritables menaces à cet égard, à dire, on ne défendra pas les pays qui ne rencontrent pas leurs obligations au sens de l'OTAN. Si vous êtes délinquant dans vos paiements, alors, de la même manière qu'une assurance pourrait décider de ne pas honorer votre assurance parce que vous n'avez pas fait vos paiements, les États-Unis n'iraient pas vous défendre. Et cette menace-là a été proférée par Donald Trump, donc avant même d'entrer à la Maison-Blanche, dans la période juste avant l'élection présidentielle. Alors que mentionnant dans une conférence de presse la question de l'OTAN et du financement, quelqu'un a posé la question « Est-ce que vous nous défendriez dans l'éventualité? » Il a dit « Non. Non, non, si vous êtes délinquant, oubliez ça, vous êtes délinquant, vous n'êtes pas défendu. » Et soudainement, là, on a vu une infusion majeure de ressources en Europe spécifiquement, et aussi dans les pays d'Europe de l'Ouest, pour faire augmenter les dépenses de défense et rencontrer les obligations de l'OTAN, parce qu'on comprend très rapidement que entre se défendre entièrement soi-même, ce qui coûterait probablement un PIB 5-6 % du PIB en défense, pour avoir une armée réellement capable de se défendre dans l'éventualité d'un conflit, ou verser le 2 % minimum aux États-Unis et avoir la garantie de l'OTAN, c'est beaucoup plus payant d'être membre de l'OTAN. Tout le monde comprend ça. Tout le monde le comprend très bien. Oui, 2 %, c'est une manière de juste s'acheter un billet à l'intérieur de l'OTAN. Maintenant, tant et aussi longtemps qu'il n'y a personne qui vérifie les billets. Vous pouvez vous asseoir dans le train aussi longtemps que vous voulez.
Et c'était le cas. C'était la manière dont laquelle le Canada était en mesure de profiter notamment de la garantie de défense américaine, comme plusieurs États européens, en remplissant pas les obligations. Et j'inclus là-dessus d'ailleurs l'Angleterre, la France, etc., des pays qui avaient négligé leur industrie de la défense et qui aujourd'hui, sous pression américaine, se retrouvent confrontés à une augmentation rapide de leurs dépenses. L'Ukraine a permis d'exposer tout ça, d'exposer les limites et, si on veut, de motiver. Mais la réalité, c'est que c'est entièrement Donald Trump qui a poussé, si on veut, cette augmentation rapide. Et donc, si on visait maintenant ce 2 % et que, après les menaces de Donald Trump par rapport à la défense, par rapport à cette responsabilité, soudainement, les gens se mettent à viser le 2 %. Aujourd'hui, Donald Trump change l'objectif et parle de 5 %. Je veux seulement qu'on prenne la mesure de ce que ça implique pour des États comme par exemple le Canada. Si on parle d'un budget de la défense canadienne, ça vaut la peine de le vérifier. Canada Defense Budget. Probablement on parle de 21 milliards de dollars. Ce qui veut dire essentiellement, quand on parle environ, je pense, 1,4, 1,5 % tout au plus du PIB total, tout au plus, c'est probablement moins que ça. Alors, on parle d'une multiplication jusqu'à 100 milliards de dollars. Passer de 20 milliards de dollars à 80 milliards. Pour se donner un ordre de grandeur, le déficit du Canada, au moment où on se parle, sur un an, c'est 60 milliards. Donc, il faudrait, pour remplir cette obligation, doubler le déficit du Canada du jour au lendemain, pour ajouter un autre 60-80 milliards essentiellement par-dessus tout ça. Alors, vous comprenez que c'est tout simplement irréaliste. Et ce qu'est en train de faire Donald Trump, il y a deux théories alternatives là-dessus. C'est vraiment intéressant, c'est spectaculaire, il n'y a pas d'autre manière de le dire, c'est une déclaration qui vient de nulle part. Et il y a deux fonctions potentielles. Fonction A. Donald Trump est littéralement en train d'essayer de pousser tout le monde à faire x5 sur les dépenses militaires, ce qui, d'un point de vue stratégique, peut être justifié. On pourrait dire, effectivement, les Américains ont porté beaucoup du fardeau de la défense, les Américains ont commis beaucoup de ressources à l'Ukraine, c'est un conflit qui était surtout européen, qui ne concernait pas tellement les intérêts immédiats des États-Unis. Ils en ont profité énormément, effectivement, bien sûr, ils en ont profité à l'éternité, mais c'était surtout une question pour l'Europe. Et donc, maintenant, ce que dit Donald Trump, à dire que vous devriez avoir une certaine autonomie de défense en Europe et ça inclut plus d'argent, c'est pas complètement faux. C'est vrai que le monde change, c'est vrai qu'on n'est plus en 1995, c'est vrai que la situation de sécurité mondiale a beaucoup changé, il y a d'autres menaces, il y a d'autres types de développement. Maintenant, à 5 %, aussi bien sortir de l'OTAN. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si le Canada est pour avoir 100 milliards de dollars par année dans son armée, on n'a plus vraiment besoin d'être défendu par la France et l'Espagne et la Turquie. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même manière que probablement que si la France multiplie son budget de défense jusqu'à 5 % de son PIB, que 1 dollar sur 20 qui est produit par la France est alloué à la défense, probablement que la France est capable de se défendre d'elle-même. Donc là-dessus, il y a un peu une dualité. Si Trump est vraiment en train d'essayer de demander à tout le monde d'augmenter à 5 %, oui, effectivement, ça aide l'OTAN, mais la première possibilité, c'est qu'il essaie seulement de se rendre à 2 %. Et que pour se rendre à 2 %, il faut demander 5. Et que pour se rendre à 5, il faudrait demander 10. Que les États de l'OTAN vont toujours être délinquants, vont toujours être en processus d'augmenter leurs dépenses militaires, donc aussi bien viser une cible tellement haute que nécessairement tout le monde va être à une posture plus acceptable ensuite. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, que moi j'imagine pas complètement fausse, très réaliste, c'est que Trump essaie juste de saboter l'OTAN. Il essaie juste de mettre fin à tout ça. Tu mets un objectif tellement irréaliste que tu sais que personne ne va respecter et que justement, quitte à respecter ça, tu es aussi bien de gérer ta propre défense. Et voilà, on a longtemps, le Congrès américain est en train d'interdire, en fait, dans le dernier Congrès, le Congrès actuel, a formellement interdit, à travers des embûches administratives, le président américain de retirer unilatéralement les États-Unis de l'OTAN. Donc, Trump ne peut plus faire ça. Il ne peut pas juste retirer les États-Unis. Il peut dire « je ne vais pas défendre les autres », ce qui revient à nullifier l'OTAN.
Mais une autre manière de nullifier l'OTAN et de ne pas affaiblir l'Occident dans le processus, c'est de dire à tout le monde, vous avez besoin d'augmenter à 5 % vos dépenses militaires, en sachant très bien que ça ne se réalisera pas, en sachant très bien que ce que ça veut dire, c'est la mort de l'OTAN, mais aussi la naissance d'une industrie de défense et le début d'une prise de sérieux un peu à travers l'Occident des réalités et des prérogatives de la sécurité internationale. Donc ça, là-dessus, c'est les deux scénarios qu'on pourrait imaginer. Est-ce que Trump est en train d'essayer de sauver l'OTAN en lui donnant l'argent nécessaire ou est-il en train d'essayer de la noyer dans ses propres requêtes? Les deux scénarios sont tout à fait possibles. À mon sens, Trump est probablement en train d'essayer de tuer l'OTAN et de le faire d'une manière qui ne nuirait pas à la posture occidentale en termes de sécurité, en s'assurant que, oui, on va essentiellement tuer l'OTAN, on va perdre des plumes, perdre des membres, mais peut-être qu'il va rester aussi une forme d'alliance défensive dans laquelle il resterait quelques pays d'Europe de l'Est. Par exemple, on pourrait imaginer les pays baltes. On pourrait imaginer la Lettonie, etc., qui décidaient tout simplement de se tourner et de rester dans l'OTAN et de commettre 5 % de leur défense. Parce que s'il y a quelques États, par exemple, Lettonie, les pays baltes, etc., il est tout à fait vrai que même s'ils mettent 5 % de leur défense, eux ne seraient pas capables de se défendre tout seuls. Donc, eux, ça ferait du sens de rester dans l'OTAN. Donc, l'objectif de Trump pourrait juste créer un OTAN grotesquement réduit où ce qu'il reste, ce sont des États qui sont vraiment dépendants de la garantie de défense américaine. Et cette demande, donc, de 5 % de budget de défense, pour ça, je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Vous comprenez que ça dépasse largement les questions administratives, là. On est en train ça a des implications profondes sur l'autonomie sécuritaire européenne, sur la capacité de défense autonome et sur les institutions communes qu'il y existe en Europe. Parce que la dernière fois où l'OTAN a fait des siennes, le président Macron, qui était toujours en fonction à ce moment, nous parlait d'un OTAN en état de mort cérébrale. Il nous disait que l'OTAN était essentiellement brain dead, c'est ce que ça veut dire, et qu'il fallait en sortir et donc acquérir une autonomie européenne en matière de défense. Good, my guy. Good. Bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est ce qui risque de se produire. Alors que les États-Unis commandent une augmentation drastique de la défense qui devrait nécessairement, en passant, c'est ce qui est le gros désavantage, de dire non seulement vous devez utiliser 5 % de votre PIB sur la défense, mais ce que ça veut dire, soyons clairs, qui fabrique les armes? Qui définit les standards? Sur quels missiles vous avez le droit d'utiliser pour que ce soit interopérable avec nos avions? Puis quelle unité de ciblage vous devez acheter pour s'assurer que ça soit justement, que ça communique avec les missiles, qui communiquent avec nos avions? Je veux dire, les Américains ont configuré l'OTAN comme étant essentiellement un gros groupe d'achat. C'est un big buying group. Essentiellement, tu lances un nouveau produit, tout le monde l'achète instantanément. Et l'OTAN est une bonne manière là-dessus, en passant, de garantir la pérennité et de rentabiliser l'industrie de défense américaine. Faire 2000 jets, c'est pas si payant que ça. Tu remplaces toute l'Air Force américaine. Faire 3000, 4000, 5000 jets et en distribuer à coût de 60, 70 à toutes les Air Force à travers la planète au complet, ça, c'est payant. Parce que là, vous vendez à profit soudainement. Et là, là, c'est le party. Vous avez des contrats de service, vous avez des contrats de maintenance, d'entretien, vous avez pendant des années des techniciens assignés et surtout, vous captez l'État en question sous votre autorité, sous votre influence. La Turquie, depuis des années, baise la main des Américains parce qu'ils essaient d'avoir des F-35 et ne sont pas capables. Ils ont tout juste eu leur livraison d'avions de chasse qu'ils avaient achetés in the first place. Alors, ce que je suis en train de vous dire là-dessus, c'est que les États-Unis, aussi en commandant un 5 %, sont en train d'imposer un fardeau qui dépasse juste la dépense, mais même où doit aller l'argent. Et beaucoup d'alliés européens sont un peu mal à l'aise déjà à l'idée de subventionner à travers 2 % de leur PIB, essentiellement comme un droit de seigneuriage des États-Unis sur l'entièreté de l'OTAN, à dire tout le monde, vous me devez 2 % de votre PIB pour mon industrie. Oh, et vas-y, lance-toi, toi, tes propres produits de défense. Mais justement, la même discussion qu'on a là. Si la France décide d'avoir son propre avion de chasse, si l'Espagne décide d'avoir son propre avion de chasse, ou si, par exemple, un Gripen suédois, chers amis, il faut en vendre en maudit pour le rentabiliser. Pour qu'un État, par exemple, comme le Québec, décidait d'avoir ses propres avions de chasse, il faudrait en vendre à plus que la force aérienne québécoise. Il faudra en vendre aux Américains, il faudra en vendre en Europe, il faudra en vendre assez pour rentabiliser notre outillage, notre usine, notre main-d'œuvre, notre développement, surtout la recherche et le développement. Donc, beaucoup, je pense que c'est là que ça va casser. C'est là que l'OTAN va casser.
en demandant un 5 qui demande essentiellement vous subventionnez tout le monde, l'industrie de défense américaine, et vous subventionnez la supériorité américaine parce que ces usines-là ne vont pas être en Europe. Ces ingénieurs-là ne seront pas en Europe, ils vont rester aux États-Unis. L'argent de développement va rester aux États-Unis. Les intérêts, tout ça, c'est configuré pour que les Américains en profitent. C'est l'industrie de défense, c'est un gros joueur d'ailleurs. Et donc, il ne faudrait pas se surprendre si plusieurs décident tout simplement de dire « Bon, ben ça y est, quitte à investir autant d'argent dans notre défense, quitte à être forcé de dépenser des montants stratosphériques juste pour rester dans l'OTAN, conditionnellement à que Trump soit de bonne humeur cette journée-là. » Il y a aussi ça qu'il faut considérer, c'est que la garantie de défense, c'est un peu affaibli. À partir du moment où on voit que comme ça, les paramètres peuvent changer du jour au lendemain, en fonction de l'administration, en fonction de la présidence, en fonction de la volonté, du contexte international, que l'objectif et le droit d'entrée, le prix du billet peut changer comme ça de manière unilatérale par les États-Unis. En passant, ça c'est un autre point, les États-Unis ne sont pas censés dicter c'est quoi le pourcentage, vous comprenez? C'est une alliance, comme tout le monde est censé être égal en termes de vote, de représentation. Les États-Unis dictent depuis l'extérieur combien tout le monde devrait payer en sachant que c'est eux qui mènent le bal. Mais en termes administratifs, en termes cléricaux, ils n'ont pas le droit d'imposer ça à personne. Il n'y a pas de mécanisme dans structure, dans la charte de l'OTAN qui dit « si un membre n'est pas content, il peut faire quadrupler le budget de toutes les autres. » C'est complètement... Alors, la situation actuelle est en train vraiment de changer complètement la donne pour ce qui est de la sécurité européenne, où on voyait pendant les années de l'Ukraine, les États-Unis qui s'étaient rétablis comme corps arrière de la défense européenne, comme grand responsable de la stratégie, de comment tout ça se déroule. Aujourd'hui, les Américains sont essentiellement en train de dire « so long, darling !» et de sortir de la pièce. Extrêmement imprévisible. Et tout ça, encore une fois, dans une seule conférence de presse de Donald Trump. Continuons sur cette conférence de presse, d'ailleurs, parlant de politique, de négociation, parlant, si on veut, de manœuvres et de revendications de Donald Trump. On nous parle d'une intensification majeure du conflit qui est menacée en fait par l'administration Donald Trump si jamais les otages israéliens ne sont pas libérés par le Hamas avant la semaine prochaine. Ce qu'a dit Trump, en fait, c'est qu'ils sont mieux de les négocier avant que je sois inauguré parce que all hell will break out. Les journalistes ont bien sûr pressé un peu là-dessus à savoir qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qu'il entendait par là, qu'est-ce qu'il suggérait. Trump n'a pas voulu donner de précision, de détails additionnels. C'était donc une menace relativement vague où on dit « all hell will break out », faites attention. Bien sûr, on peut quand même spéculer, présumer sur ce qu'il entend par là. On présume que les États-Unis eux-mêmes ne mèneraient pas le bal, mais que Israël serait essentiellement lâché de la laisse. Les Américains, on en parle souvent à la revue de presse, qui tiennent littéralement Israël au bout de la laisse à espérer de les retenir et d'empêcher des frappes sur le programme nucléaire, d'empêcher une intensification du conflit à Gaza, de pousser un certain respect des normes humanitaires. Beaucoup de cette pression a été mise par les Américains en raison de l'embarras politique que ça déclenchait, du fait que les démocrates n'aimaient pas trop être vus comme étant collaborateurs dans une opération génocidaire et donc nécessairement, les démocrates essayaient de calmer un peu l'intensité du conflit au Moyen-Orient et de limiter la portée de tout ça et l'escalade. Trump, de son côté, est essentiellement en train de dire « si vous n'avez pas libéré les otages, lorsque moi je suis arrivé, moi je vais appeler Israël et je vais dire « vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. » Et donc Israël est en train de mettre justement en ce moment les jetons, si on veut, en position pour une intensification du conflit. On nous parle notamment d'une prise de contrôle du nord de Gaza, où en ce moment, la plupart des opérations ont été concentrées depuis un certain moment dans le sud, dans l'extrême nord, avec, là, on nous parlerait de prendre un contrôle administratif beaucoup plus effectif. Ensuite, on a appris cette semaine qu'Israël a saisi jusqu'à 580 millions de dollars de revenus qui ont été taxés en Cisjordanie pour se payer elle-même. Essentiellement, là-dessus, un arrangement un peu curieux où Israël perçoit les revenus de taxes à la place de l'autorité palestinienne. C'est un drôle d'arrangement, mais c'est essentiellement une manière, si on veut,
un arrangement administratif, puisque Israël a les moyens de taxation, puisque Israël a un peu plus de servants publics, un peu plus d'employés, les capacités de percevoir les revenus, mais aussi parce qu'Israël est le boss, même si on veut en Cisjordanie. Israël prend les revenus et après les distribue à l'autorité palestinienne. Et lorsqu'est venu le début de la guerre à Gaza, Israël a saisi les revenus et a arrêté de les fournir à l'autorité palestinienne. Et aujourd'hui, plutôt que de payer les Palestiniens avec et de leur donner aux Palestiniens, on dit, vous savez quoi? Vous avez une dette pour l'électricité, on va se payer avec ça. Alors, la situation à l'autorité palestinienne en Cisjordanie et à Gaza est extrêmement difficile au niveau des servants publics, notamment à cause de la retenue des revenus de taxes par l'État d'Israël. C'est quelque chose qui est vraiment ignoré, un peu laissé en arrière-plan, mais la réalité, c'est que la capacité de percevoir les taxes et les impôts, elle est entre les mains d'Israël et plutôt que de les distribuer aux autorités locales, ben, on décide de les retenir. Ensuite, il y a un autre type de retenue qui est fait par Israël de manière tout à fait illégale en passant. C'est que l'autorité palestinienne verse des indemnités à ceux qui sont morts aux mains des autorités israéliennes. On dit, si jamais Israël tue votre fils, ben, l'autorité palestinienne vous donne une compensation. Israël regarde ces montants-là et dit, combien vous avez payé cette année? 100 millions, on retient 100 millions. À partir des revenus qui reviennent légalement à l'autorité palestinienne, parce qu'on dit, ben, vous n'avez pas d'affaire à prendre cet argent-là pour compenser des... Alors, vous voyez un peu la mécanique devant laquelle on se trouve. Probablement que l'arrivée de Donald Trump et ce fameux « all hell will break out », c'est juste que tous ces petits trucs d'Israël qui, normalement, accrocheraient dans les coins de mur et normalement déclencheraient une réaction américaine et un peu de pression, ça va être permis, tout simplement. Les Israéliens vont être libres de faire ce qu'ils veulent, d'aller chercher les otages s'ils le désirent, de frapper en Iran s'ils le désirent, d'occuper le Liban s'ils le désirent. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui va être off-limit si jamais les otages ne sont pas remis au jour 1. Le message que Trump essaie de lancer là-dessus, d'une certaine manière, c'est un cadeau à Joe Biden, ironiquement. C'est un cadeau fantastique à Joe Biden, parce que vous venez de dire au Hamas qu'ils ont un sablier. On vient de retourner un sablier. Vous devez libérer les otages dans les 7 prochains jours. C'est un cadeau à Biden, parce que ça donne une motivation énorme au Hamas de signer au cours des 7 prochains jours, avant que vienne la menace, avant que vienne l'intensification du conflit et que la fenêtre ne se referme. Donc, soudainement, pour les 7 prochains jours, on a vraiment une fenêtre intéressante pour une négociation de cessez-le-feu. Et d'ailleurs, on entend que les États-Unis sont relativement optimistes parce qu'ils prennent la balle au bon, justement. Curieusement, comme je vous dis, c'est un cadeau total à l'administration Biden parce que l'administration Biden va être en mesure de célébrer, juste avant de partir, la libération des otages israéliens. Wow! On l'a eu! Alors qu'en coulisses, ça aura été la pression exercée par Donald Trump et les menaces d'intensification du conflit qui auront motivé tout ça in the first place. On continue cette fois avec la question du Groenland. On va passer cette fois au tableau avec la carte, parce que je veux qu'on regarde surtout un enjeu qui est moins matériel, si on veut. C'est plus subjectif, et la carte va nous aider à visualiser tout ça. Alors donc, ce que je voulais vous illustrer là-dessus, vous allez voir, c'est vraiment pas si nécessaire. Vous aurez dit, Benjamin, tu aurais probablement pu faire ça assis au bureau. Et ça dépend. Je veux surtout vous montrer visuellement de quoi ça a l'air tout ça, parce que je suis persuadé aujourd'hui que Trump a un globe terrestre à la maison et qu'il le regarde chaque matin avec envie et convoitise sur le Groenland et le Panama et le Canada. Parce que, en sciences politiques, il y a cette expression que un de nos professeurs nous mentionnait tout le temps, qui permet d'illustrer un peu ce qu'on veut dire par la perception, c'est la réalité. À quel point, parfois, les arguments se perdent en arrière-plan lorsqu'on a essentiellement des idées qui sont extrêmement attrayantes. L'idée derrière ça, on parle « aesthetics beat arguments ». L'esthétique bat les arguments. De dire qu'une idée en tant que telle est moins rendue valide par ses arguments fondamentaux, ses motivations, ses fondements pragmatiques, que par son attractivité elle-même. Que dire, si on dit par exemple de marier Britney Spears, on pourrait dire, attends un peu, wow, il y a plein de considérations pratiques qui n'ont aucun sens, mais de dire, attends, mais ça sonne bien. Ça sonne bien d'être marié à Taylor Swift ou imaginez n'importe ce que vous voulez imaginer. L'idée
on oublie toutes les considérations pragmatiques derrière ça, de OK, où tu vas la rencontrer, comment tu vas faire, ça n'a aucun sens! Mais proposer, ça sonne bien. L'idée est bonne. Et on peut l'imaginer. Et même, l'idée est tellement bonne que tout le reste se fond derrière. Et la motivation en tant que telle, l'attractivité de l'idée justifie tout le reste. Pour ce qui est du Groenland, ça permet un peu mieux d'illustrer mon exemple là-dessus. C'est que le récit est bon. L'histoire est bonne. On a les États-Unis qui contrôlent un bloc continental d'un océan à l'autre, qui ont eu pendant longtemps cette fixation de ce qu'on appelait la destinée manifeste d'un pays qui passerait donc d'un océan à l'autre. Cette destinée manifeste qui a motivé l'expulsion notamment des Premières Nations et des nations autochtones qui existaient à l'intérieur du continent américain, toujours plus loin à l'ouest, à travers le mouvement de colonisation. Lorsque tout ça s'est terminé, il y a eu bien sûr des discussions quant à l'expansionnisme américain, à savoir où est-ce qu'on arrête? Une fois cette destinée manifeste qui a été un peu complétée à travers l'expansionnisme vers l'ouest, où est-ce qu'on s'arrête? Les Américains, pendant une période, ont considéré ce qu'ils appelaient, je me souviens plus du nom je pense que c'était le Guano Act, qui permettait essentiellement à n'importe quel navigateur américain qui tomberait par hasard sur une île qu'on ne connaissait pas déjà, de la réclamer au nom du gouvernement américain sur le champ, comme un territoire américain, comme une possession américaine. Même s'il n'était pas un représentant du gouvernement, même s'il n'était pas à l'emploi, le simple fait d'être citoyen permettait de prendre contrôle de territoire additionnel. Ensuite de ça, bien sûr, on a eu l'achat de l'Alaska en tant que tel, qui a été une démarche qui, disons-le, est extrêmement controversée aux États-Unis. L'achat de l'Alaska était vu comme une dilapidation des ressources nationales et des finances publiques, comme une gesticulation politique complètement inutile. On voyait l'Alaska comme un territoire d'abord inatteignable, géographiquement parlant, une extension des États-Unis qu'on ne serait pas vraiment en mesure de monétiser, et surtout un territoire qui était plus ou moins indésirable en raison de son potentiel économique extrêmement limité. C'est avéré, bien sûr, avec le temps que tout ça était une erreur. C'est avéré que les Russes avaient totalement tort. C'est avéré que les opposants de cette initiative avaient aussi tort, que l'Alaska était une extension économique, stratégique, géographique des États-Unis extrêmement productive. Ensuite, il y a eu une proposition de racheter le Groenland et d'en faire donc un autre territoire américain. Gros débat, en fait, entre le Danemark, les États-Unis et la Norvège quant à qui a les droits sur le territoire du Groenland. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en soi, c'est un territoire autonome qui n'a pas nécessairement d'attachement très fort avec le Danemark ou avec les États-Unis, ou avec le Canada, ou avec la Norvège, ou avec quiconque. Il est question d'environ 45 à 55 000 personnes, dépendamment des recensements. Pour ceux qui habitent au Québec, au Canada, c'est la ville de Rimouski, sur l'entièreté du territoire. C'est donc un des territoires les plus sous-peuplé au monde. Clairement, un espace, on s'entend, assez hostile au potentiel économique, à l'exploitation, etc., puis à la colonisation. Mais à quelques occasions, on a quand même eu des convoitises là-dessus, surtout pour son importance stratégique, vous le comprendrez. Alors que ces quelques 45-50 000 personnes ici sont des Inuits, un peuple aussi présent dans le nord du Canada, notamment ici dans le Grand Nord. Les Inuits, eux, de leur côté, ont plus ou moins d'attachement national envers un État ou un autre. Donc, les États-Unis ont vu là-dedans une opportunité, si on veut, de mettre un pied dans l'Arctique. Ça a été mis de côté, alors que, il faut le dire, le Danemark n'a jamais vraiment été entièrement opposé à l'idée. On a eu des discussions, on a évalué la possibilité, et encore aujourd'hui, malgré ce qu'on nous dit en passant, malgré bien sûr la réaction politique un peu épidermique à laquelle on assiste à travers le monde, la réalité, c'est que les Danois se montrent ouverts à discuter. Où on a dit, on est prêt à jaser avec les Américains sur la question du développement du Groenland et sur comment ça pourrait être approché, encore une fois, d'un territoire autonome, qui gère sa défense, qui gère sa sécurité, qui gère... Et c'est justement ce qui mène au problème. Parce que ni le Danemark, ni les États-Unis, ni quiconque, en fait, n'est en mesure de déterminer les orientations de sécurité et de géostratégie du Groenland, à part eux-mêmes. Et ces quelques 40-50 000 Inuits ont commencé, au cours des dernières années, à montrer de l'ouverture à des puissances étrangères, notamment à la Chine. La Chine, qui a fait l'acquisition d'une base militaire sur la côte ouest, en fait, du Groenland, pour quelques centaines de millions de dollars. Et tout ça s'est passé, si je me souviens bien, quelque part en 2017-2018, alors que
la Chine a fait l'acquisition, était dans le processus d'une transaction pour racheter du terrain au Groenland et installer, on le présume, des installations industrielles et militaires. Le gouvernement américain a paniqué, complètement paniqué, a pris le téléphone, ont appelé le Danemark, a essayé de dire « Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous vraiment en train de vendre? Êtes-vous malade? » Le Danemark de répondre « Bien, on ne peut rien faire pour empêcher ça. Le Groenland et les Premières Nations, les peuples qui occupent le territoire sont entièrement autonomes et souverains sur le territoire, donc on ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. » La réponse des Américains a donc été « Good, mais on va payer encore plus cher pour la base de bord. » Et les Américains, à travers une autre transaction séparée, ont racheté eux-mêmes la base pour s'assurer que, bon, puisque le Groenland veut s'en départir, puisqu'il veut vendre ça, et puisqu'il n'est pas prêt à partager nos enjeux de sécurité et à bloquer la vente à la Chine, bien, au moins, on va l'acheter d'abord. Et c'est là que la motivation de Donald Trump, notamment, pour récupérer l'entièreté du Groenland, s'est mise à prendre un peu plus d'actualité. Alors qu'on voyait que la Chine avait des prétentions, et les prétentions de la Chine sont faciles à expliquer, en fait, ou plutôt difficiles. Ça dépend comment vous pouvez regarder tout ça. Oui, la Chine qui est à l'autre bout du monde ici, qui n'a, soyons clairs, j'aime beaucoup la Chine, j'ai rien contre la Chine, mais qui n'a strictement aucune prétention crédible sur la zone arctique. Absolument aucune, pas dans Imaginamonde. Il n'y a pas un scénario dans lequel les Chinois ont un mot à dire sur la destinée économique, stratégique, politique de l'Arctique. Et ça les fait chier. Et donc, les Chinois ont décidé de s'auto-déclarer, il y a maintenant quelques années, je pense en 2014, quelque chose comme ça, ont décidé de s'auto-déclarer comme puissance near Arctic, une puissance près de l'Arctique. Et donc, on a notre mot à dire. Et de la manière dont on a essayé de le manifester, c'est notamment en achetant des installations au Groenland, en essayant de déployer son influence jusque là-bas. Ce que ça aurait permis, naturellement, à la Chine, c'est d'avoir une certaine capacité d'influence dans un espace qui est appelé à gagner en importance au cours des prochaines années. Ça, il est important de le comprendre. Parce que ce que vous voyez notamment, si on veut bien le comprendre, la Chine, de ce côté, si on navigue vers la gauche, beaucoup plus facile à saisir. Vous voyez cet espace ici, entre le Pacifique et le Canada. Si on s'appelle la Chine et qu'on veut envoyer de la marchandise vers l'Europe, un des marchés les plus profitables, en fait, pour la Chine, on y reviendra dans un instant, mais si on veut exporter vers l'Europe, alors on doit partir vers le sud, s'en aller ici par le détroit de Malacca, passer à travers des zones de navigation extrêmement tendues en passant, poursuivre ici jusqu'à Bab el-Mandeb, à travers le canal de Suez, remonter ensuite vers l'Europe, et dépendamment de la destination, si vous avez affaire ici dans le nord, alors là, il faut passer soit par des ports dans le sud, soit sortir encore par le Bosphore et par... Alors, il n'y a plus de limite, il n'y a pratiquement plus de sens par les Dardanelles. Donc, il n'y a pratiquement aucun moyen pour la Chine de naviguer librement vers ses destinations en Europe. L'attrait qu'il y a pour la Chine d'acheter au Groenland, c'est ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest. Les Chinois sont en mesure de livrer directement, sans aucune obstruction à travers le Pacifique, et ici de remonter vers le nord, tout simplement, et de survoler l'Amérique du Nord à travers ce fameux passage du Nord-Ouest. Passage qui, en temps normal, est entièrement bloqué par les glaces pendant plusieurs mois à longueur d'année, mais qui de plus en plus, à mesure où le réchauffement climatique se manifeste dans les régions arctiques, est en train de se dégeler et devenir navigable pendant une période de l'année qui se prolonge d'année en année. Et les Chinois voient tout ça. Ils sont en mesure de couper les frais de livraison, les frais d'expédition et de transport par l'ordre de 40%. Parce qu'on économise un certain nombre de jours de navigation, parce qu'on économise les frais au canal de Suez, au canal de... C'est un miracle pour la Chine. Donc ce passage du Nord-Ouest, sur lequel la Chine n'a absolument aucune revendication, eh bien, il n'est pas développé. Le Canada est trop pauvre, trop irresponsable, trop négligent, trop insouciant pour décider de prendre ses responsabilités telle une puissance nordique devrait le faire. On aurait installé des installations militaires, on aurait installé surtout des installations pour soutenir le trafic maritime, des installations industrielles, économiques, des ports, des installations pour le search and rescue si jamais on a des opérations qu'on doit mener en mer, en glace. Qu'est-ce qu'on fait s'il arrive un navire en besoin de ravitaillement? Qu'est-ce qu'on fait si on doit envoyer des brise-glaces? Tout ça, on n'a même pas commencé à réfléchir au Canada. On n'a même pas de brise-glace pour le Saint-Laurent.
C'est la garde côtière qui nous envoie un demi-bateau une fois de temps en temps. Donc, il faut comprendre que la capacité océanique du Canada à opérer dans cet espace, elle est très limitée. Les Chinois le savent, les Américains le savent, tout le monde le sait, et on voit ce potentiel. Donc, les Chinois, s'ils veulent être en mesure d'exécuter ce fameux voyage, comme il a été exécuté à quelques occasions, c'est pas nouveau. Les Américains, d'ailleurs, ont déjà passé un navire ici sans jamais demander la permission à personne, juste pour montrer au Canada qu'il n'y avait pas besoin de demander la permission. Littéralement. Les Américains ont envoyé, c'était un navire militaire d'ailleurs, et ça a causé toute une controverse parce que c'était en théorie une invasion du territoire canadien. C'est une unité militaire américaine qui traverse le territoire canadien sans permission et sans autorisation. C'est drôle parce que c'est un allié, mais en réalité, c'était extrêmement grave. Et donc, le gouvernement américain tient beaucoup à ce passage, à montrer qu'on a le droit d'y aller. On fait ce qu'on veut. C'est des eaux internationales. Le Canada, de son côté, dit non, 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 ce ne sont pas des eaux internationales. Ça, c'est le Canada. Ça, c'est le Canada, ça, c'est le Canada. Donc ça, c'est une mer intérieure. C'est un réseau intérieur. On a le droit d'avoir des droits de passage là-dessus et on peut vous charger un ticket, essentiellement. Donc là-dessus, un peu comme le canal de Panama, de Suez, de dire, ben si vous êtes pour sauver 40 %, on peut vous charger un petit frais au passage, puis c'est encore rentable pour vous et gagnant-gagnant. Donc, le Canada a une opportunité de développement exceptionnelle là-dessus. Les Chinois se disent, si on est en mesure de se positionner ici sur la côte ouest du Groenland, ben, soudainement, nos voyages ont une zone pour s'arraisonner, ravitailler, prendre quelques jours, changer d'équipage, faire du transfert de marchandises, envoyer des stocks vers l'Amérique du Nord, le reste vers l'Europe. Vous voyez à quel point on a une opportunité absolument fantastique ici. Et ça, comme je vous le disais, ça fait chier les Américains, qui voient tout ça et qui se disent « Wow! Clairement, oui, ça va devenir un passage stratégique extrêmement important. Clairement, les Canadiens sont trop endormis, incapables d'attacher leur propre lacet pour s'occuper de tout ça. Et donc, on doit soit prendre le contrôle du Canada, soit prendre le contrôle du Groenland, soit toutes ces réponses. » Et l'autre, qui fait bien sûr chier les Américains, parce que vous comprendrez que l'alternative, si on décide de ne pas passer par le... et qu'on doit livrer sur la côte Est, ben les Chinois, ce qu'ils vont avoir tendance à faire aussi pour la côte Est américaine, notamment, c'est tout simplement passer par le canal de Panama, que bien sûr, Trump est actuellement en train de réitérer les revendications américaines sur le passage lui-même en disant que ça a été construit avec des ressources, de l'argent américain, avec de la main-d'œuvre américaine, ça a été construit par des ingénieurs américains et on l'a donné, en fait, sous l'administration Carter, on l'a redonné au gouvernement du Panama en rétrocession. Un geste d'ailleurs qui est dénoncé par l'administration Trump comme étant une erreur historique. Alors, vous voyez ce qui est en train de se produire ici quand on prend un peu de recul, et c'est ce que je voulais dire par Statics Beat Arguments. Regardez un peu la situation. Alors que Trump nous parle de prendre le contrôle du canal de Panama, Groenland, Canada, regardez le portrait. Et c'est pourquoi je voulais le présenter à la carte, parce que quand on regarde une carte étendue seulement en 2 dimensions, le Groenland a tendance à être écrasé, à perdre de son importance, à perdre de sa signification stratégique. Quand on le prend comme ça dans son échelle, on compare avec les États-Unis eux-mêmes, avec on comprend ce que je veux dire tout à l'heure par Aesthetics Beat Arguments. On regarde une scène comme ça et on se dit, imaginons un pays qui engloberait le continent nord-américain dans son entièreté, de la frontière mexicaine jusqu'à l'extrémité du Danemark total, jusqu'à l'Alaska. Statics beat arguments. C'est même pas important. Ils disent, hey, là, on a un pays, franchement, là, on est à l'ONU, franchement, on veut être... Il n'y a plus rien qui a d'importance. Tous ces arguments-là se fondent dans la perspective américaine à regarder, oui, mais imaginez. Imaginez si on avait le contrôle sur tout ça. Et là, dans le fond, vous dites, les arguments que vous me donnez, c'est quoi? C'est on veut pas. C'est pas un bon argument. C'est vraiment pas suffisant. Alors, Trump le maintient. On veut récupérer soit le Canada dans une entente économique très avantageuse pour les États-Unis, ou soit l'annexer avec l'entièreté du Groenland. Et là-dessus, comme je vous le dis, ce petit État du Danemark est tout à fait ouvert à avoir une discussion pour savoir quoi faire de tout ça. Maintenant, tout est une question de prix, hein?
Tant et aussi longtemps, je pense que la revendication du Danemark, elle est claire là-dessus. Quand on dit on veut pas s'en séparer, on veut pas. On est prêt à discuter, mais on veut pas. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est on veut un montant d'argent et un transfert de richesse générationnel qui va transformer l'histoire du Danemark. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Essentiellement. C'est un peu ce qui est en train de signaler le Danemark. De dire, on est prêt, on sait que l'alternative, c'est la perte du territoire par la force. Trump est en train de le faire miroiter déjà. Et ce qu'il est en train de faire, donc, en disant, vous allez perdre le territoire d'une manière ou d'une autre, par la force ou par l'argent. Le Danemark est un peu forcé de choisir entre, comme on dit en géopolitique, entre l'intolérable et l'indésirable. L'intolérable, c'est le perdre sans aucune compensation. L'indésirable, c'est avoir un transfert de richesse générationnel qui transforme l'histoire du pays et qui en fait une espèce de Norvège moderne avec un énorme fonds souverain qui investit partout à travers le monde. Ça, c'est très possible. C'est tout à fait possible. Puis il n'y a pas personne qui serait choqué de tout ça. Personne ne serait choqué. Territoire que tu n'es pas capable de gérer, que tu n'as pas de prétention, tu n'es pas capable d'exploiter son potentiel, quelqu'un te fait une offre raisonnable. C'est vraiment qu'on s'est enfermé dans cette espèce d'idée comme quoi, non, les frontières sont coulées dans le béton, ça ne peut plus jamais bouger, interdit. Chers amis, il faut prendre un peu de perspective vis-à-vis de l'histoire. Absolument, les frontières vont bouger. Puis si on fait un exercice de manière aussi pragmatique que possible, probablement qu'on devrait transférer ça aux Américains. Alors, voilà pour mon explication du Groenland. En terminant, je passe très rapidement, environ 7 ou 8 minutes sur les derniers dossiers. Pardonnez-moi si on passe rapidement, mais je veux vraiment qu'on ait la chance quand même de découvrir. Négociations imminentes entre l'Ukraine et la Russie. On s'attend à ce qu'il y ait des négociations au cours des prochains jours, possiblement même au jour 1 de l'inauguration de Donald Trump. Il y aurait des discussion actuellement active entre le Kremlin et, si on veut, l'administration entrante Donald Trump pour une discussion en personne le jour de l'inauguration, où donc, effectivement, Trump tiendrait absolument à tenir sa promesse d'avoir des discussions avec Poutine et même de mettre fin au conflit en Ukraine au jour 1. Apparemment, il était sérieux avec sa proposition parce que actuellement, les États-Unis, en l'occurrence l'équipe Trump, est en négociation avec le Kremlin et en préparation d'une rencontre pour le 20 janvier. Est-ce que ça aura lieu ou pas? Est-ce que ça aura lieu le 21, 22? On s'entend que c'est un horaire très chargé, je pense, cette journée du 20 janvier déjà pour M. Trump. Peut-être que les négociations de paix vont attendre quelques heures. Cependant, vous avez la Suisse, notamment, avec certains autres acteurs, mais particulièrement la Suisse, qui lève la main en mentionnant, vous savez quoi, on a mené les discussions, on a mené déjà un sommet sur l'Ukraine ici en Suisse. On serait tout à fait ouvert à servir donc de lieu de rencontre pour ces négociations entre l'Ukraine et la Russie. Déjà, les membres de l'administration Trump ont, disons, laissé miroiter assez clairement quels seraient les paramètres de ces négociations de paix. Il n'y aura pas de membership de l'OTAN, clairement. Il y aurait probablement une garantie de défense qui serait enforcée non pas par les États-Unis, mais par d'autres acteurs européens. Certains parlent d'une force de maintien de la paix qui pourrait être déployée notamment par la France, l'Allemagne, etc. Tout ça restera à voir. Ensuite, on continue vers la Turquie, un dossier extrêmement intéressant, alors qu'on sait qu'il y a une histoire, en fait, qui en montre très long sur la limite des sanctions et sur un peu à quel point on peut se tirer dans le pied à travers tout ça. Parce que la Turquie est actuellement en train de faire une grande transition vers l'énergie nucléaire, essaie de construire des installations. On sait que c'est extrêmement complexe et on doit faire appel donc à des compagnies étrangères. On a fait appel à Siemens Energy, qui est une compagnie à part de Siemens en passant, c'est pour ça que je fais la spécification. Siemens Energy était censé fournir à la Turquie un certain nombre d'équipements extrêmement sensibles et sophistiqués pour mettre en opération leur centrale nucléaire. Cela étant dit, en raison notamment des sanctions qui ont été imposées contre la Russie, parce que c'est la Russie qui est en train de construire cette centrale nucléaire, on a décidé en Allemagne de ne pas livrer les composantes à la Turquie. Donc la Turquie, en ce moment, vous comprenez la situation, se fait construire une centrale nucléaire par la Russie, était censé collaborer avec l'Allemagne. La guerre éclate, les deux ne se parlent plus soudainement, et là, la Turquie se retrouve avec une centrale nucléaire à moitié finie qui ne peut pas être mise en opération. Et c'est là qu'entre en scène la Chine. Alors que les Chinois ont levé la main, sont assis avec la Turquie et s'engagent à fournir toutes les pièces manquantes pour réaliser la construction de la centrale nucléaire et bien sûr de centrales subséquentes. Dans l'éventualité, on lancerait de nouveaux projets.
vous comprenez ce que je veux dire par il y a des limites à des sanctions, puis on en vient à se tirer dans le pied parce qu'à un moment où la Turquie cherche activement à se réaligner un peu plus avec l'Occident, puis bien sûr, vous êtes tous conscients, je pense, de la position et de l'importance de la Turquie dans cette espèce de balle entre l'Est et l'Ouest, cette espèce de, disons, de pont et de baromètre dans les relations entre l'Ouest et l'Est. La Turquie est absolument un carrefour stratégique. Et donc, quand elle hésite entre un côté ou l'autre et qu'elle nous tend la main pour des enjeux aussi stratégiques et aussi fondamentaux que l'approvisionnement énergétique et qu'on est absent ou qu'on n'est pas fiable, il y a des conséquences extrêmement sérieuses. Et donc là, la Turquie, aujourd'hui, décide de se tourner pour son approvisionnement en matériaux et en pièces nucléaires vers la Chine, qui, vous le comprendrez, sera l'interlocutrice de la Turquie pour les décennies à venir en matière d'énergie. C'est pas quelque chose qu'on va récupérer demain matin. On va pas retirer les pièces chinoises pour installer les pièces allemandes quand l'Allemagne va décider de se réveiller et de résumer les relations inévitablement avec la Russie. Donc c'est là que les sanctions ont un impact permanent qui réaligne, si on veut, l'orientation du monde au complet. Et ensuite, on doit vivre avec ses conséquences indélébiles d'une Turquie qui sera maintenant, pour les enjeux énergétiques, alignée avec la Chine. Et la Chine qui gagne un client, un État captif sur lequel, disons-le, elle aura une influence considérable. Parce que si la Turquie, justement, décidait de montrer patte blanche avec l'Allemagne, parfois, on a une relation nucléaire avec elle, on a besoin de Siemens, on a besoin de... La même raison pour laquelle la Turquie fait pas trop chier la Turquie, c'est parce qu'elle sait très bien qu'elle avait besoin d'elle, construire sa centrale. Tout le monde a des intérêts intercroisés. Plus on se retire de la Turquie, moins la Turquie a besoin de nous faire plaisir. Donc, on a raté une belle opportunité là-dessus, d'être justement l'intervenant pour l'industrie énergétique en Turquie, qu'ils aient besoin de nous. Donc, vous voyez la limite des sanctions, à quel point on peut se tirer dans le pied de nous-mêmes, de dire « Non, on ne construit pas ta centrale nucléaire! » Se tourne de bord, va voir la Chine. Good. Félicitations. Dans cet élan même, justement, c'est pourquoi je voulais vous en parler, parce que pas plus tard que la semaine dernière, le ministre des Relations étrangères de la Turquie a déclaré qu'il voulait un retour à l'ère pré-Sarkozy en ce qui a trait aux négociations pour rejoindre l'Union européenne. On se souvient bien sûr que la Turquie a toujours convoité une place à l'intérieur de l'Union européenne depuis un certain nombre d'années. Et il y a eu ce débat à savoir, et c'est justement ce que dit en fait le ministre des Relations étrangères, à dire, vous savez, il existait un débat où on a deux positions. D'un côté, ceux qui veulent l'Europe comme un leader stratégique, comme un centre de décision militaire, économique, stratégique qui englobe tout l'espace européen, eh bien, nécessairement, ça appelait à accepter la Turquie dans l'eau, à travailler avec la Turquie. Et de l'autre côté, vous aviez ceux qui voyaient l'Europe un peu plus comme un construit identitaire, comme une maison commune des peuples européens. On entendait donc les nations, si on veut, chrétiennes, les nations européennes de sang, vraiment comme on l'imaginait. Et cette vision a exclu la Turquie, ou du moins, c'est comment le présente le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, qu'on soit d'accord ou non avec cette vision. Eux essaient de présenter un peu qu'il y a un besoin de retourner à une vision plus stratégique de l'Europe, devant les derniers développements de l'actualité internationale, que la Turquie serait un bon membre, une contribution intéressante à l'Union européenne. Et on veut donc relancer la discussion et on dit, il faut revenir à l'ère avant Sarkozy. Peut-être que la Turquie pourrait contribuer. Maintenant, on s'entend que dans le contexte de la déconstruction de l'OTAN, dans le contexte où on a une certaine tension déjà originalement avec la Turquie, et là maintenant on voit que la Turquie se déplace vers la Chine pour l'énergie nucléaire, on voit l'espèce de croisée des chemins. Alors que la Turquie dit, ben qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut relancer ces discussions ou est-ce qu'on est définitivement exclu de l'exercice européen? Si c'est le cas, ben, on va en prendre acte. Et ça inclut donc en se réalignant sur les enjeux fondamentaux. Donc là-dessus, je pense que l'Europe va être appelée à faire une décision. Et si elle n'en prend pas, bien, la décision va se prendre d'elle-même au cours des 4-5 prochaines années, à mesure où la Turquie va tout simplement glisser en dehors de la sphère d'influence occidentale, acheter des armes à la Russie, acheter des équipements industriels, militaires, etc., puis on n'aura plus rien à faire dans ce pays. On continue rapidement. On apprend
que Poutine aurait potentiellement largué Assad, parlant de la Russie, dans les dernières heures du régime, alors qu'on apprend que, essentiellement, l'Iran avait proposé à la Russie et à la Syrie un plan pour déplacer des armes le long de la frontière et attaquer Israël. On nous dit essentiellement que l'Iran voulait défendre Assad, mais que c'est la Russie qui n'a pas collaboré et que Poutine aurait commencé par dire verbalement à Assad: « Oui, il n'y a pas de problème, on s'en occupe. On va s'assurer que l'armement iranien soit positionné et on va s'assurer du transit sécuritaire en Syrie. » Finalement, rien ne s'est fait. La Russie est restée sur les lignes de côté et a décidé de laisser le régime Assad s'effondrer. Ça nous vient en fait d'un conseiller de Bachar al-Assad qui a assisté à l'effondrement au cours des derniers jours du régime et qui dit qu'en fait que c'était peut-être même un truc de Vladimir Poutine, qu'on aurait truqué Bachar al-Assad en espérant à la limite qu'il s'effondre. D'ailleurs, là-dessus, quelques développements. On s'était parlé des bases à Hamaim et à Tartu, base militaire, base navale et base aérienne russe qui étaient situées sur la côte ouest, bien sûr, de la Syrie, le long de la Méditerranée. On se demandait qu'est-ce qui allait arriver avec ces fameuses bases, ces équipements. Il y a eu des négociations, notamment entre les rebelles syriens, le nouveau gouvernement, et la Russie, où on essayait de voir. Et plusieurs d'entre vous étiez très optimistes pour la Russie, à se dire, franchement, c'est sûr et certain qu'ils vont trouver une entente avec les rebelles. Ça fait des années qu'ils sont là. Les rebelles vont signer quelque chose, puis ils vont être autorisés à rester sur le territoire. Turns out, non, pas du tout. Non. Les rebelles, clairement, soit sous pression américaine ou soit d'un autre acteur, peut-être de la Turquie, peu importe, mais il y a quelqu'un, ou peut-être eux-mêmes, ils ont choisi d'expulser la Russie. Il y a eu effectivement des discussions, mais clairement, les discussions n'ont pas été concluantes parce que ce à quoi on assiste, c'est que la Russie défend son enclave, littéralement, par des échanges de feu avec les rebelles, où on abat des drones qui survolent l'espace. Et en plus, l'inventaire militaire, les ressources militaires de la Russie qui étaient sur ces installations sont déplacées maintenant et évacuées vers la Libye. La Libye, bien sûr, le colonel Haftar, qui est un allié, on comprend, de la Russie. Cela étant dit, la Libye est une espèce de désastre où il n'y a pas vraiment de garantie sécuritaire à offrir. Donc, on a offert déjà jusqu'à 4 bases à la Russie pour déplacer l'équipement en Libye. La question devient, est-ce que la Russie pourra être aussi efficace en opérant à partir de la Libye qu'à partir de la Syrie? La réponse est probablement non. La Syrie offrait vraiment une posture exceptionnelle. La Libye, de son côté, comme je vous dis, au niveau de l'infrastructure, au niveau des dispositions pragmatiques, c'est beaucoup plus difficile. Et la seule raison pour laquelle, en fait, la Russie a choisi rapidement de se déplacer, c'est probablement pour assurer une continuité de la couverture sécuritaire au Sahel. On sait que la Russie est très impliquée dans la région du Sahel, dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du désert en tant que tel. Et probablement qu'on veut s'assurer d'être en mesure au moins de garantir la sécurité là-dessus pour éviter qu'il y ait un vide qui se provoque à mesure où les Russes ont une capacité d'influence limitée dans la région. Alors, c'était tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Nous, on se retrouve la semaine dernière, même heure, même endroit, et probablement qu'à ce moment, on aura déjà des nouvelles par rapport à ces tarifs, à savoir s'ils seront effectivement appliqués dès le jour 1 sur le Canada. On aura aussi plus de clarté par rapport à la situation en Ukraine. Donc, j'ai très hâte de vous y retrouver. D'ici là, semez l'amour, partagez l'espoir. Je vous aime. On se trouve la semaine prochaine. I'm sorry.